Et peut-être pour commencer, j'ai un grand plaisir d'être parmi vous, donc dans le cadre de ce forum. Et je tiens à remercier la Fondation pour leur invitation. Comme c'est un plaisir aussi d'échanger avec vous quelques expériences que nous avons cumulées au cours de ces dernières années, évidemment au Maroc, mais surtout en Afrique subsaharienne. Alors, mon exposé va s'articuler autour des éléments suivants. Tout d'abord, peut-être quelques définitions, peut-être surtout pour définir un petit peu le domaine de définition sur lequel nous allons aborder le sujet, parler du contexte, et puis analyser la situation actuelle en termes de demande et d'offres de mécanisation agricole, et puis faire quelques propositions par rapport aux actions qu'il faut mener pour développer ce secteur. Et je finirai par une conclusion. Alors juste peut-être faire une logique par rapport à l'exposé de ce matin de Lionel. En fait, moi je vais faire un zoom par rapport à une thématique qui suscite un intérêt particulier de la part des pays africains, ce qui est la mécanisation agricole, dans la mesure où c'est un secteur, tout d'abord, qui est très important par rapport à la croissance de l'agriculture et le développement agricole, mais aussi c'est un secteur aussi qui nécessite beaucoup de budget et d'investissement. Donc je fais allusion à l'achat de tracteurs et ainsi de suite. Alors d'abord, de quoi parlons dans cet exposé? Alors quand on parle de mécanisation, c'est un domaine qui est assez large, donc c'est l'application de tout le matériel qui englobe tous les secteurs et les activités agricoles. Je commencerai par tout ce qui est utilisé dans la production agricole, mais ça concerne aussi également tout ce qui est post-récolte et les aménagements agricoles. Alors concernant cette filière, concernant la chaîne de mécanisation, elle implique plusieurs acteurs. Alors ça commence de la fabrication jusqu'à l'utilisation. Donc ça c'est un élément très important. Donc nous sommes en train de parler de tout ce qui est technologique en matière de matériel qui est utilisé donc, au niveau des activités agricoles. Alors peut-être aussi un petit rappel justement pour dire que la mécanisation, quand on parle de mécanisation, on parle de toutes les formes d'énergie, pas uniquement la tractorisation, parce que souvent on confond entre mécanisation et tractorisation. Donc la tractorisation, c'est une forme de mécanisation qui nécessite bien sûr l'énergie mécanique. Mais quand on parle de mécanisation, on parle de mécanisation basée sur l'énergie humaine, comme ça a été d'ailleurs signalé ce matin, qui est malheureusement la situation actuelle qui se pose en Afrique subsaharienne, mais aussi tout ce qui est mécanisation basée sur l'énergie humaine. Alors, juste quelques mots pour vous dire, la mécanisation a joué d'ailleurs dans les pays développés un rôle très important dans l'amélioration de la production et la productivité, comme le montre le schéma ici, mais peut avoir aussi un impact très important par rapport à la production agricole. Et actuellement, dans les pays développés, je crois qu'on a dépassé à des niveaux de mécanisation très élevés actuellement. Comme vous savez, on parlait de l'agriculture de précision et l'introduction de tout ce qui est robots, électronique dans ce domaine. Alors, juste peut-être une parenthèse par rapport à productivité. Alors, qu'est-ce qu'on veut assigner par productivité? Parce qu'en fait, je reviens un petit peu à l'historique, et en fait, c'est qu'il y avait deux modèles de développement de la mécanisation. Il y avait le domaine, disons, américain et européen, où le souci à l'époque, c'était le problème de la main-d'œuvre, parce qu'à l'époque, il y avait un grand flux de main-d'œuvre vers l'industrie, et puis le souci aussi, parce que la terre était abondante. Donc, il a fallu développer des techniques, des grands tracteurs pour la mécanisation. Donc, on a mis l'appui surtout sur le développement en matière de technologie et en matière de machines agricoles. Alors que la logique, moi je dirais, surtout japonaise à l'époque, et puis par la suite, ça s'est diffusé en Asie, qui est logique d'améliorer plus l'activité de la terre, c'est-à-dire il y avait pas mal de progrès au niveau biologique, donc en améliorant les semences, les fertilisants, etc. Et d'ailleurs, la révolution verte qu'a connue l'Asie a été basée surtout sur tout ce qui est semences sélectionnées et fertilisation. Parce que c'est un contexte qui est tout à fait différent. La terre, elle était rare et il a fallu justement mettre le poids sur que cette terre produit le maximum possible. Donc on est dans deux logiques qui sont différentes. Bon, l'Afrique subsaharienne, on est en train de chercher quel modèle. Ce matin, Lionel parlait qu'il y avait un problème de disponibilité des terres, mais là, il y a un effort à faire aussi bien au niveau mécanique, disons machine, mais aussi il y a un effort aussi au niveau semences sélectionnées.
Alors, disons qu'il y a un principe de base qui est très important, et d'ailleurs, même mon exposé, j'estime que peut-être qu'il s'inscrit par rapport au débat d'hier, par rapport à cette complexité de développement. Le développement est un processus qui est très complexe. Et d'ailleurs, alors pour la mécanisation, quand on traite ce genre de problème, on raisonne toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, en termes de demande et en termes d'offres. C'est-à-dire s'il n'y a pas d'agriculteurs, s'il n'y a pas une agriculture, donc il n'y a pas de mécanisation. Alors, donc, pour que le système soit durable, et on a parlé beaucoup de problèmes de durabilité, il faut que ces liens fonctionnent. Et généralement, ils sont régis par des lois économiques. Ça veut dire que pour que l'agriculteur investisse dans les machines, il faut que cet investissement soit rentable. Alors, de la même chose de l'autre côté, si je m'intéresse à tout ce qui offre les services, c'est-à-dire tout ce qui est secteur du machinisme, fabricant, pour qu'il investisse dans les machines, dans la fabrication, dans l'importation, donc il faut que disons que ce qu'il va faire soit rentable donc, pour son entreprise. Donc ça, c'est un élément très important. Alors pourquoi j'ai dit ça? Parce que le plus souvent, dans des situations, on vient doper un petit peu le système par des subventions, par des interventions, et malheureusement, c'est au détriment de la durabilité. Donc voilà quelques, à mon avis, éléments très importants, et je vais essayer d'illustrer tout à l'heure par rapport à cet exposé. Bon, alors encore une fois, pour peut-être dire un petit peu, illustrer davantage ce que j'ai dit tout à l'heure, ben rien qu'en traitant le problème de la mécanisation, on se rend compte qu'il y a pas mal de facteurs qu'il faut analyser. Donc c'est un système, une approche qu'on propose plus souvent, ça doit être global. Alors juste pour illustrer avec quelques exemples, alors tout à l'heure, voilà, on était dans cette logique, mais finalement, quand on analyse, on dit que ce système est lié bien sûr au marché, à la consommation. Par exemple, je vous donne un exemple, d'ailleurs, parmi les raisons de développement, par exemple, de la traction animale en Afrique subsaharienne, c'était l'introduction des cultures de rente. Donc, ce qui fait, c'était pour l'exportation, qui a permis justement des agriculteurs d'améliorer davantage leurs revenus et par conséquent, donc, investir dans la mécanisation. Une fois que le problème de coton a posé problème, là, on se trouve qu'il y avait un recul par rapport à l'investissement au niveau mécanisation. Alors, ce système aussi est lié, bien sûr, donc au marché des produits agricoles, mais il est lié à l'environnement international aussi, par rapport aux problèmes d'énergie, comme on avait parlé hier, etc. Mais il est lié aussi à tout ce qui est institutionnel, tout ce qui est politique de l'État, politique agricole, politique commerciale, industrielle, et ainsi de suite. Donc voilà, encore une fois, pour dire que c'est un système qui reste assez complexe, et pour l'analyser, le traiter, il faut faire une approche aussi globale. Bon, alors le contexte, d'ailleurs ce matin Lionel avait abordé cette problématique, il faut tout simplement dire que le système agricole en Afrique reste, disons, peu performant justement pour générer davantage d'argent pour investir dans la mécanisation. Alors les gouvernements africains, depuis leur indépendance, je me rappelle à l'époque des années 60, ils ont beaucoup investi sur la mécanisation. C'était une course vers les tracteurs. Et malheureusement, cette expérience a été que éphémère, donc il n'y avait pas de durabilité pour plusieurs problèmes. Parmi les problèmes, c'est l'adaptation de cette technologie exogène qui vient de l'extérieur pour s'adapter au contexte socio-économique des agriculteurs. Mais aussi, il y avait aussi d'autres problèmes, style gestion, etc. Donc malgré cet engouement vers la mécanisation, vers la tractorisation, pour être plus précis, donc il y avait un investissement. Malgré tout ça, malheureusement, les résultats, vous allez voir tout à l'heure à partir des statistiques, donc on n'a pas donné des résultats, disons, très satisfaisants. Donc depuis cette période, je dirais que la mécanisation est entrée dans un cercle vicieux, dans la mesure où toutes les actions menées, on n'a pas respecté un certain nombre de logiques, telles que j'ai expliqué tout à l'heure, la logique économique, la logique de rentabilité, etc. Alors, peut-être quelques mots sur l'expérience marocaine. Alors, disons que mon exposé, je vais essayer de mettre en évidence le problème du secteur privé, parce que qui dit mécanisation, automatiquement des secteurs privés. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ce qu'on trouve actuellement, il y a pas mal encore des pays africains où, disons, la mécanisation, elle est plus un service qui relève de l'État, ce qui est quelque chose qui reste très dépassé. Alors, le Maroc se distingue par rapport à cette logique où, disons, le privé s'est installé dès le protectorat. Parce que quand on parle de tractorisation, les premiers tracteurs donc, introduits au Maroc, c'était pendant le protectorat, où à l'époque déjà, il y avait un secteur privé
disons, pour répondre aux besoins des agriculteurs, qui s'est installé et qui a survécu et qu'on le voit jusqu'à présent. Alors, par la suite, donc, à l'époque de l'indépendance, donc, le Maroc a mené un programme, disons, très ambitieux et très important, que ce qu'on appelle l'opération de labour, qui consistait à quoi? C'est que l'État offrait des services, des prestations de services en matière de labour pour les agriculteurs. Donc ça, c'est, si vous voulez, l'impact quand même il était assez important dans la mesure où l'agriculteur a pris goût, si vous voulez, de la tractorisation. Il connaissait quoi le tracteur, c'est quoi la charrue, et ainsi de suite. Et puis par la suite, ce programme, alors c'était via ce qu'on appelle des centres de travaux qui étaient installés. On avait amené des tracteurs où c'est l'État qui offrait le service pendant un temps. Et puis progressivement, bien sûr, avec les problèmes de gestion, les superficies ont diminué d'une année à l'autre. Et puis, moi, je dirais progressivement, le privé a pris la relève. Donc, les pris la relève, mais l'État était toujours là pour mener un certain nombre de mesures d'accompagnement. Donc, par rapport à un code d'investissement agricole qui a été donc élaboré à l'époque, qui permet de régir un petit peu les lois, surtout en matière de crédit, de législation. Et puis, par la suite, c'est une expérience assez intéressante, c'est que pour justement booster la mécanisation et la motorisation, le ministère, ils ont créé ce qu'on appelle un fonds de développement agricole. Donc, c'est un fonds qui est dédié à appuyer l'agriculteur pour tout ce qui est acquisition du matériel agricole, c'est-à-dire en matière de subvention. Et ça jouait un rôle très important par rapport au développement de la mécanisation au Maroc. Il y a un élément aussi important qui a joué en faveur de la mécanisation, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle la politique des barrages. Donc au Maroc, il y avait un grand programme ambitieux, la création de plusieurs périmètres irrigués, donc qui ont permis de se défavoriser parce que c'est lié donc, par rapport à la mécanisation. Mais malgré ça, on est resté un peu modeste et tout à l'heure, j'expliquerai par rapport aux autres pays parce que en fait, la mécanisation d'une manière générale et la motorisation en particulier, ça coûte cher et généralement c'est assez élevé par rapport disons, à la capacité des agriculteurs à investir dans l'agriculture. Donc maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais essayer de faire une petite analyse d'abord en termes de demande et puis d'offres. Alors évidemment, quand je m'intéresse au système de production en Afrique subsaharienne, et finalement, qu'est-ce qui domine? C'est la petite exploitation familiale de subsistance. Et malheureusement, elle est peu performante. Et généralement, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau des statistiques, ce qui domine surtout, c'est la force musculaire, l'outillage simple, etc. Certaines sont passées à la traction animale, mais là encore une fois, parce qu'ils ont adopté d'autres cultures de rente qui permettent donc justement d'acquérir ce type de matériel. Alors il y a un autre élément, et d'ailleurs ça a été dit tout à l'heure par Lionel, c'est par rapport à un environnement physique aussi qui est parfois difficile, par rapport au climat, par rapport aussi à des sols très fragiles. Et ça justement, ça inhibe donc le système de production d'une manière générale. Il y a un problème de technicité des agriculteurs pour adopter une technologie, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vient de l'extérieur, qui pose problème. Et aussi, tout à l'heure, comme vous allez le voir, donc il y a un environnement économique ou des affaires qui est peu favorable au développement de la mécanisation. Donc il y a un problème de commercialisation des produits agricoles, problème d'infrastructure. Ce matin, on a parlé aussi du problème foncier. Tous ces éléments jouent malheureusement un rôle défavorable pour le développement de la mécanisation. Alors justement, depuis tout à l'heure, on a parlé de cercle vicieux. Et d'ailleurs, moi, j'ai essayé de prendre le cercle vicieux classique de sous-développement pour illustrer et donner un schéma classique au problème de la mécanisation. Et finalement, quand on analyse tout ce que je viens de dire avec le système de production, on se rend compte que, et finalement, avec tout le système, l'agriculteur arrive difficilement à générer un revenu acceptable. Et la plupart du temps, c'est des agriculteurs qui se battent pour leur survie, pour l'autosuffisance alimentaire familiale et qui posent problème. Et ce qui ne permet pas justement à l'agriculteur d'avoir un épargne assez important pour investir dans les facteurs de production, y compris la mécanisation, et par conséquent générer une demande. Et malheureusement, une faible utilisation des machines, mais accompagnée aussi avec une faible, parce qu'en fait c'est un package technologique, une faible utilisation aussi des autres intrants, tels que les semences et tout ce qui est fertilisant, bien sûr ça va donner une faible productivité, et une faible productivité, on revient à un faible revenu, et ainsi de suite. Et d'ailleurs la question qu'on va essayer de poser tout à l'heure, comment briser donc ce cercle vicieux.
Alors, ce qui se passe, ça c'est en termes de demande. Alors, en même temps, ce cercle vicieux, bien sûr, entraîne avec lui un cercle vicieux, mais cette fois-ci lié à l'offre. Donc, qui dit faible demande, un faible approvisionnement. Qui dit faible approvisionnement, automatiquement, le prix des machines, généralement, reste assez élevé. Et qui dit le prix des machines assez élevé, donc, signifie aussi donc, un coût d'utilisation qui est ici élevé, donc une faible demande. Et finalement, le système, il fonctionne de cette manière-là. Et donc, il faut trouver quelle est la meilleure façon, justement, de le briser et pour passer à un cercle vertueux. Donc voilà, si vous voulez, un petit peu comment on arrive à schématiser la problématique de la mécanisation donc, au niveau africain. Alors, en plus de ça, bon, le cercle, bien sûr, n'explique pas tous les problèmes. Alors, je vous donne un exemple très simple. Si on s'intéresse à l'importation dans les pays africains, ben, l'importation, malheureusement, ce qu'on se constate, qu'il y a une multitude d'acteurs qui interviennent dans l'importation. Alors, dans la plupart des pays, vous avez l'État qui importe, vous avez des importateurs privés, qui ont certaines traditionnelles, mais je dirais certaines expériences. Vous avez des importateurs privés occasionnels, qui sont là, importateurs, juste au moment où il y a un marché très important dans l'État. Là, ils soumissionnent, ils interviennent pour apporter du matériel. Vous avez les matériels d'occasion aussi, qui jouent un rôle très important. Vous avez les importateurs directs. Actuellement, on voit l'apparition de plusieurs grands domaines, agriculture de fermes commerciales, qui apportent directement du matériel de l'extérieur. Et vous avez aussi les donations. Alors, on dit les donations, ça tue la mécanisation. Alors, vous imaginez-vous que tous ces acteurs donc, qui interviennent, comment voulez-vous qu'un investisseur privé qui est de domaine, qui vient investir dans l'importation? Ce qui n'est pas évident, parce qu'il y a une concurrence déloyale, malheureusement, qui pose problème. Alors, et vous voyez, une série de photos, ça, généralement, c'est des donations. On voit une série de tracteurs qui sont donnés. Alors, le plus souvent, ils ne sont pas adaptés au contexte, ni pièces de rechange, ni services, et même, le plus souvent, les gouvernements sont confrontés à des problèmes. Comment ces tracteurs ils vont être distribués, comment ils vont être utilisés, donc au niveau agriculture. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les années 60, il y avait un engouement pour la mécanisation. Donc, ça s'est plus ou moins, disons, arrêté, mais il y avait des hauts et des bas. Alors, ce qu'on constate depuis les dernières années, c'est comme a dit tout à l'heure Lionel, depuis 2008, avec la crise alimentaire, ben, on trouve un renouveau, un engouement vers l'achat de tracteurs. Alors, parmi les raisons, bien sûr, il y a plusieurs raisons. Il y a ce fameux objectif développement du millénaire pour l'autosuffisance alimentaire, qui est donné comme objectif très important pour investir dans la mécanisation pour améliorer la production agricole. Et il y a aussi un élément très important. Souvent, le tracteur est pris comme un symbole de pouvoir. Et souvent, les politiques l'utilisent comme un moyen, justement, politique pour, réussir une campagne électorale et ainsi de suite. Il y a un autre élément, une autre raison qui est malheureuse et qu'on trouve dans pas mal de pays. Moi, je dirais tout ce qui est tracteur, est souvent victime aussi de problèmes de gouvernance. Parce qu'il y a malheureusement, c'est des grands marchés, il y a pas mal de problèmes de détournement et ainsi de suite, et malheureusement qui pénalisent aussi, disons, le développement de la mécanisation. Moi, j'ai vu pas mal de programmes où on a amené des tracteurs qu'on a distribués, et le plus souvent, des fois, après 2 ans, 3 ans, on voit les tracteurs encore dans leur emballage. Ils n'ont jamais été utilisés. Donc, c'est des cas de figure qui sont classiques qu'on trouve dans les pays africains. Alors, la fabrication aussi, qui pose problème aussi. On voit pas mal, disons, d'intervenants. Alors, parfois, mais plus ou moins des structures étatiques. Alors, des fois, le secteur privé et le secteur informel. Le secteur informel, il joue un rôle très important. Il fait un service de proximité, mais malheureusement, avec un coût qui est relativement faible, mais souvent au détriment de la qualité. Alors, actuellement, ce qui se passe aussi, il y a les produits chinois aussi, qui jouent une concurrence par rapport aux produits locaux. Alors, je veux dire juste un exemple de politique dans ces pays, en matière de fabrication. Dans un pays africain, si vous achetez, même au Maroc, c'est la même situation, pour vous montrer qu'en fait, on n'encourage pas la fabrication locale. Si vous achetez une charrue de l'extérieur, il y a pas mal de systèmes d'incitation, vous ne payez pas la taxe et ainsi de suite. Maintenant, si vous voulez fabriquer la même charrue au niveau local,
ben, il faut payer les taxes pour la matière première, un certain nombre de taxes et ainsi de suite. Et finalement, disons, tout ce qui se fait actuellement, ce n'est pas dans le sens d'encourager la fabrication locale. D'accord? Donc voilà quelques problèmes de politique, malheureusement, qui ne favorisent pas la production locale. Alors, maintenant, par rapport, toujours, je reviens à mon cycle de tout à l'heure, que j'ai expliqué. Donc, puisqu'il y a une faible demande, il y a un faible approvisionnement, coût élevé. Alors, je donne un exemple aussi. Rien que le coût élevé d'une machine, il y a déjà la machine qui vient, qui coûte cher, mais le plus souvent, ce qui se passe, c'est que les frais de transaction sont relativement importants. Les frais de douane, il y a beaucoup de problèmes de tracasserie administrative, etc., malheureusement, qui, si vous voulez, participent au coût de la machine. Je prends le coût élevé de l'utilisation, l'infrastructure. Je donne un exemple. Vous savez que le problème d'accès, actuellement, de pas mal de pays, je connais dernièrement le Ghana, par exemple, il se lançait dans un grand programme, par exemple, d'encourager les prestataires de services. Donc, les prestataires de services, c'est bien, mais pour que l'entreprise arrive à rentabiliser, il faut qu'il y ait des moyens d'accès pour arriver chez les exploitations. Donc, tout ça, c'est des problèmes qui se posent par rapport au développement de la mécanisation. Alors, justement, maintenant, je dis qu'est-ce qu'il faut? Alors, il faut bien sûr passer de ces cercles vicieux à des cercles vertueux. Alors, j'ai tout simplement fait un transfert de tout ce qui est, moi je dirais, négatif. Je l'ai traduit en action positive. Donc, en fait, il faut arriver un jour, ce qu'on arrive à améliorer le revenu des agriculteurs. Et ça, c'est un élément très important, qui va améliorer l'épargne qui va encourager les agriculteurs, bien sûr, à investir dans les facteurs de production, y compris les machines agricoles, et puis qui va permettre d'améliorer la productivité, et ainsi de suite. Et bien, ce cycle vertueux va en même temps entraîner le développement du secteur du machinisme agricole, c'est-à-dire les fabricants, les importateurs. Donc, il va permettre donc, un approvisionnement amélioré. Ça va réduire, disons, les coûts des machines. Ça va réduire le coût d'utilisation des machines et qui va permettre justement de développer donc, ce secteur. Alors, peut-être tout à l'heure, mais je vais le dire tout à l'heure, on parlait de post-récolte. Alors, justement, par exemple, je prendrais ici, on peut améliorer beaucoup, parce qu'en améliorant la production et la productivité, donc l'affaire n'est pas encore réussie. Il faut que j'arrive à d'abord transporter la marchandise au niveau d'un marché. Il faut qu'il y ait une valeur marchande qui est très importante. Il faut qu'il y ait un prix qui est intéressant. Donc tout ça, ça permet donc d'adhérer et de participer à l'amélioration des revenus des agriculteurs. Alors, on a essayé à partir de tous ces problèmes, voir quels sont les types d'actions qu'il faut proposer. Finalement, justement par rapport au secteur privé, je ne parle pas au niveau action, au niveau institutionnel. Il y en a trois types. Il y a d'abord le facteur humain, qui joue un rôle très important. Donc il faut renforcer les capacités. Là, on a affaire à une technologie qui est assez nouvelle. Et d'ailleurs, par rapport aux technologies, juste pour vous dire une chose, c'est que bien avant, ce que les pays de l'Afrique, d'une manière générale, leur source d'importation, c'était l'Europe. Mais maintenant, comme vous savez, en Europe, la technologie, elle se développe de plus en plus, qui est hors portée des pays africains. C'est pour ça qu'il y a une orientation vers les pays asiatiques, la Chine, l'Inde et ainsi de suite. Donc voilà, premier type d'action, il faut renforcer les capacités des acteurs. Il faut encourager un investissement en matière de système d'incitation, fiscalité, fonds de pension. Et évidemment, comme sur la base de ce qu'on avait dit, il faut créer un environnement qui est favorable et qu'on encourage l'investissement. Donc sur la base de ces trois actions, juste pour vous dire un petit peu comment, moyen d'apporter, et je dirais plus des scénarios. Je ne vous donne pas la solution, mais quelles sont les possibilités qui existent. Alors tout d'abord, le premier, c'est ça qu'on a dit, faible revenu et faible épargne. Première possibilité, c'est d'agir à ce niveau-là pour que, disons, agir d'abord en termes de capacité. Il faut que les agriculteurs soient en mesure d'utiliser la technologie, mais agir en termes d'incitation par rapport aux subventions, qui va simuler, si vous voulez, le marché et créer une forte demande. La forte demande, bien sûr, va améliorer la productivité et pas améliorer le revenu. Donc c'est une possibilité qui est adoptée par pas mal de pays, c'est-à-dire le système classique de subvention. On intervient ici pour encourager l'investissement. L'autre possibilité, c'est essayer à partir, disons, de la demande, c'est d'intervenir à ce niveau-là en matière de formation,
mais aussi en matière disons, d'incitation. Encourager les agriculteurs à réparer leurs machines, parce que là, c'est tout ce qui est un système de réparation, mais également à créer un environnement favorable en matière d'infrastructure, de foncier et ainsi de suite. Et puis, alors, ici, l'action numéro 3, c'est par rapport à l'environnement. C'est par rapport... hier, on parlait des intermédiaires, par exemple. Les intermédiaires, quand l'agriculteur produit, malheureusement, le grand bénéfice est orienté plus vers les intermédiaires. Donc, il faut créer un climat qui permet à l'agriculteur de bénéficier au maximum de ses produits agricoles. Donc, voilà. Et ça, c'est un scénario qui permet de créer un environnement qui va permettre d'améliorer le revenu. Et par conséquent, donc, on arrive à un cercle qui permet d'améliorer la demande et puis la productivité. Ben, la même chose pour le secteur privé du machinisme. Donc, forte demande pour l'approvisionnement. On fait des interventions ici par rapport au système d'incitation, encourager les importateurs à importer avec des systèmes de fiscalité. La même chose par rapport à un environnement favorable, réduire les coûts de transaction au niveau de la douane, au niveau des ports et ainsi de suite. Aussi améliorer les capacités de secteur privé, des importateurs par rapport à leur technicité, à être, comment dirais-je, un garant de la qualité. Et tous ces éléments-là vont justement essayer de passer de ce fameux cercle vicieux à un cercle vertueux. Donc voilà un petit peu l'essentiel. Comme vous l'avez vu, j'ai essayé de schématiser tout le processus et la problématique par rapport au développement de la mécanisation. Alors en conclusion, d'abord, un élément très important, et ça a été dit tout à l'heure, donc le continent africain est un grand potentiel en matière de développement et de production agricole. Je vous donne un exemple. À titre d'exemple, on dit que rien que le RDC, il peut alimenter 300 millions d'habitants par rapport à son potentiel agricole dont il dispose. Alors, il y a un élément important par rapport au problème d'autosuffisance alimentaire. D'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure, il y a pas mal de pays qui souffrent du budget maintenant par rapport au budget de l'importation qui est réservé aux produits agricoles. Je vous donne un exemple. Je sais que le Cameroun, par exemple, depuis les dernières années, chaque année, le budget réservé à l'importation de maïs qui pèse lourdement sur leur budget. D'accord ? Donc, à partir de ce contexte, je crois la modernisation du secteur agricole et le passage de cette agriculture de subsistance à une agriculture disons, commerciale s'impose pour justement subvenir aux besoins alimentaires de la population. Donc, il y a la mécanisation qui joue, comme il a joué dans les pays développés, un rôle très important. Donc, c'est un élément, à mon avis, qui est très important. Alors, juste, par contre, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, c'est un processus qui est, comme vous avez vu, assez complexe, qui demande beaucoup de temps, qui s'inscrit dans le long terme. C'est un élément, à mon avis, très, très important. Et d'ailleurs, moi, peut-être je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, cette expérience, je l'ai cumulée en tant que consultant de la FAO. Et la FAO actuellement essaye d'assister les pays, en fait, à élaborer ce qu'on appelle une stratégie de mécanisation agricole. C'est-à-dire comment leur donner une vision et comment arriver justement à développer la mécanisation et comment, plutôt, pas développer la mécanisation, comment faire que la mécanisation peut jouer un rôle très important par rapport au développement agricole. Donc ça, c'est un élément très important. Non, mais il faut que ces stratégies, bien sûr, soient mises en œuvre. Donc il ne s'agit pas d'élaborer les stratégies pour les stratégies, mais c'est un élément très important. Évidemment, un dernier point aussi, d'ailleurs ça a été dit tout à l'heure, la mécanisation, parfois, peut avoir des effets négatifs sur l'environnement. Donc il faut une mécanisation qui respecte donc, tout ce qui est problème d'environnement. Et les problèmes se posent, surtout que vous savez qu'il y a pas mal de pays, justement, pour élargir leur SAU, ça se fait au détriment des forêts. Il y a un phénomène de déforestation qui se pose. Et actuellement, vous savez qu'en Afrique, il y a pas mal de pays, ce qu'on appelle l'agriculture itinérante. Donc on passe d'une parcelle à une autre, et chaque fois on détruit et on passe à de nouvelles parcelles. Donc voilà, ainsi finit mon exposé et je vous remercie.